Oui, bonjour. Amel Kadaruza, donc enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Pitan. Ma question, en fait, revient sur une notion qui a été abordée par le colonel Le Bihan sur la notion de théâtre des opérations. Alors, autant le théâtre des opérations dans les 4 domaines habituels, on va dire, on a une vision un petit peu géographique de comment ça se définit. Autant la question de théâtre des opérations dans le domaine cyber, vous l'avez dit vous-même, la définition est plus floue. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui commande la définition de ce théâtre des opérations? Est-ce que c'est le théâtre des opérations physiques qui va commander, et je pense d'ailleurs que ça fait écho aussi à l'intervention du colonel Schwertz, sur est-ce que c'est le théâtre des opérations physiques qui va commander le théâtre des opérations cyber, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines qui doivent être pris en considération, et est-ce que cette définition du théâtre des opérations, après, va, c'est ma dernière question, contraindre les opérations ouais, voilà. Merci de la question. Alors, le théâtre, vous avez parfaitement répondu, le théâtre des opérations cyber est beaucoup plus large et beaucoup plus englobant que le théâtre des opérations physiques. Je pourrais faire un parallèle avec le monde du renseignement. Dans une opération, on définit la zone d'opération et la zone d'intérêt du renseignement, qui est englobante. Elle est plus large que la zone d'opération à strictement parler, puisque effectivement il y a un certain nombre d'aspects frontaliers qui vont venir impacter, ou qui peuvent venir impacter la zone d'opération. Dans le cyber, en fait, on est un peu dans le même cadre. Donc on a la zone d'opération à strictement parler, qui est une zone d'opération physique, et autour, en fait, on va s'intéresser également, dans le renseignement d'intérêt cyber, ou dans le renseignement d'origine cyber, à tous les facteurs qui vont impacter l'opération, et donc qu'il faut en amont prendre en compte. I fully agree with you, Victor, because yes, physically the area of operation is in the hand of the operations commander. But outside, and also outside of the responsible intelligence area, there is more to be monitored and also to be prepared in a very early phase of planning, as I mentioned in my presentation. For the EU-led operations, the military operations, for example, the operations commander and also or the planning prior to the operation starts very early and has also combined with cyber aspects and methods. So the process that Victor presented early in the morning could be one of the cooperations for an EU-led military operation to do it with such a capability and organization. And of course it's necessary from the legal perspective and also from the political perspective to decide such a cooperation and also to decide the responsibilities, not only in a timely manner, but also in a manner of space. Peut-être que sur cette question de zone d'opération, en fait, moi c'est une question de naïf, mais le problème en cyber, c'est qu'il n'y a pas vraiment de zone d'opération. La zone d'opération peut-être la plus importante, c'est, d'après ce que vous avez décrit, Bernard ou Henrik, c'est quasiment le théâtre européen et les liaisons aussi entre les différents centres de commandement et le niveau politique aussi qu'il faut protéger à la limite. C'est peut-être tout aussi important que le dispositif, je dirais, vers la zone d'opération réelle sur le terrain. Oui, effectivement. Et pour répondre à cette question, en fait, la France a adopté un dispositif singulier, mais qui justement a pour objectif
de prendre le cyberespace dans sa globalité et de ne pas le réduire uniquement à la zone d'opération. Donc à côté des spécialistes du cyber qui seront mis en place au sein des opérations pour aider à la conduite et à la planification des actions dans le cyberespace, vous avez donc la chaîne qui est sous les ordres de l'amiral Coustillère, l'officier général de cyberdéfense, avec un CO cyber qui a lui pour but de coordonner et de combiner toutes les actions qui se déroulent dans l'espace numérique. Et donc de répondre quelque part à cette globalité du cyberespace. I would like to add something here. We always speak about cyber and about the cyber domain and that there are no borders. But coming back to the operations, I think we have to be very clear, especially when we think about constraints, and all those things are clearly, or should be clearly defined in the rules of engagement. And it should be also very clear for the operation commander what he can do in his area of operation. Yeah? And so we have to break it down to different areas. Of course, there is a global dimension of cyber defense, but there is a specific one for the area of operation as well. And there are dependencies between the area of operation and the global one. And that must be very clear for the operations commander. Merci. Donc, Cécile Boutrio, avocate toujours. Je me permets de poser une question au capitaine Branghetto. Le colonel donc Chrysler là, vient d'indiquer qu'au niveau des règles d'engagement, il était important de clarifier effectivement pour les militaires sur le terrain opérationnel qu'est-ce qu'il est possible de faire, jusqu'où on peut aller et comment. Au niveau des États, par contre, est-ce que concernant les capacités cyber, est-ce qu'il vaut mieux rester dans le flou au niveau juridique pour pouvoir en quelque sorte tout se permettre, ou au contraire légiférer plus strictement, même si, comme vous l'avez rappelé, le droit international a suffisamment de base pour pouvoir légiférer certains points, dont la fameuse agression à oui. Merci. Oui, alors pour répondre à la première question, l'ambiguïté inhérente des outils cyber, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très pratique. On peut nier, hein, c'est toujours cette plausible deniability et tout le monde en profite. Donc, et c'est aussi une ambiguïté sur laquelle repose l'OTAN. L'OTAN a clairement dit, voilà, on ne dit pas ce qu'on fait, on ne dit pas à quel stade on va dire que c'est une agression armée, c'est un usage de la force au sens du droit international. Donc il y a vraiment, parce qu'on ne définit pas les outils. Alors pour revenir à la planification opérationnelle, on peut mener des opérations depuis son propre territoire. Donc il y a vraiment une continuité entre le territoire d'où vient la nation qui va fournir des troupes, par exemple, et bien sûr les troupes déployées sur le territoire. Donc vraiment il y a une vraie continuité. Alors la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une continuité? C'est-à-dire que globalement, vous envoyez une information depuis la France en Centrafrique, cette information, elle va transiter dans le monde entier par des tuyaux, puisqu'elle va être divisée en plein de paquets d'informations. Donc cette information en elle-même, qu'elle transite par les Pays-Bas, la Corée du Nord, et qu'elle arrive ensuite en Centrafrique, elle n'a pas de valeur. Bon, bien sûr, elle peut être interceptée, etc. Mais bon, ça, globalement, c'est à nous de faire en sorte de pas nous faire intercepter nos messages. Mais il n'y a pas de valeur en lui-même. Donc finalement, est-ce qu'on peut considérer, mais ça c'est de la pratique, c'est une acceptation, qu'il y a un vrai lien entre l'ordre qui est donné, j'appuie sur un bouton en France, un message, une action va être opérée, mais son effet, en principe, devrait être ressenti sur les territoires sur lesquels il est censé opérer. Alors évidemment, il y a toujours ce problème dans les opérations cyber, des effets inattendus. Bien sûr, on a une idée de ce que peut faire une action dans le cyberespace, un virus, une attaque par DDoS, etc. Mais on ne sait pas forcément quelle sera l'ampleur du problème. Voilà, si on met un verre dans le réseau, c'est sûr que le truc va se reproduire, on ne sait pas sur combien de machines, et on aura beaucoup de mal à s'en débarrasser. Donc finalement, si vous pouvez mener des opérations cyber depuis votre territoire, et que finalement, la seule grande préoccupation que vous pouvez avoir sur le territoire d'opération, c'est bien de défendre vos réseaux, puisque c'est pas vraiment la portion principale qui sera visée. C'est juste les réseaux que vous déployez, c'est
une portion, on va dire, décentralisée de vos réseaux principaux qui vont vous permettre de gérer vos systèmes d'armes jusqu'aux communications ou de faire la passerelle. Et dans le cas d'une opération multinationale, c'est là-dessus qu'on parle beaucoup de information sharing avec bien sûr des niveaux de classification très particuliers. Mais vous n'êtes là que pour vous défendre. Alors évidemment, le mandat qu'on va donner à un commandeur d'une force dans le cadre de la défense de ces réseaux, là, bien sûr, c'est très délicat, puisque vous pouvez bien sûr avoir juste un firewall, un IPS, un ADS, mais vous pouvez aller bien sûr au-delà, notamment dans le cadre de l'identification de l'auteur. Vous pouvez aller carrément dans le trafic d'état, vous pouvez faire du Deep Packet Inspection, ce qui n'est pas forcément très légal, mais si par exemple l'État qui vous accueille vous dit vous avez totale liberté d'utilisation de l'espace électromagnétique, qu'est-ce qui vous empêcherait finalement d'aller intercepter des messages dans ce réseau-là? Bon, évidemment, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Là, je simplifie, mais voilà le type de questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire quel mandat veut-on vraiment donner à un commandeur de force? Alors évidemment, le commandeur va vouloir avoir l'outil cyber dans sa main, mais c'est peut-être pas lui qui décidera d'une opération de type offensif, parce qu'on en vient à ça quand même, hein. La France est quand même dotée de capacités offensives, donc on les utilisera peut-être, ou on ne le saura jamais d'ailleurs. Voilà. C'est l'avantage du cyber. Oui, une question en lien avec les notions d'opération préventive ou préemptive qui sont de plus en plus récurrentes. On peut évaluer qu'aujourd'hui, peut-être dans le cyber, c'est quelque chose qui est plus aisé que dans d'autres domaines. Est-ce que ça a été déjà intégré dans la réflexion aujourd'hui et dans la planification? Alors, la défense préventive, en droit international en tout cas, ça existe et c'est autorisé. Si on voit une attaque imminente qui va arriver, on sait qu'elle va arriver, et qu'on n'a pas d'autre choix. Ça, c'est un grand professeur de droit international qui dit ça, il parle de last window of opportunity. Si jamais vraiment on s'aperçoit que cette attaque va être tellement dévastatrice qu'on n'aura même plus les moyens de se défendre, eh bien la défense préventive peut être autorisée. Défense préventive, là c'est plus délicat. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'acheter des malwares à l'appel, et puis vous commencez à taper ses réseaux, c'est moins sympa. Parce que là, en principe, on dépasse un peu du cadre. Mais la défense préventive, c'est globalement, voilà, vous avez quelqu'un qui amasse ses chars à la frontière, vous savez qu'il va attaquer, il n'y a pas trop de doute. Bon, vous pouvez déjà envoyer le premier coup, c'est pas non plus interdit. Donc c'est vrai que cette action-là, elle existe, on n'en a pas vu beaucoup, puisque Stuxnet par exemple, on peut dire que c'est préventif, hein, on pense à un programme d'armement, dans le futur ça va se développer, donc il n'y avait pas de menace réelle et imminente. Donc dans le cadre de Stuxnet, bon, là on sait très bien que les Américains ont commis, enfin si c'était les Américains, toujours pareil, et les Israéliens, Américains et les Israéliens auraient commis une infraction au droit international en violant l'article 2, paragraphe 4, qui dit que les États ne doivent pas avoir recours à la force. Voilà. Pour répondre à votre question, une action dans le cyber, ça se prépare. Parce que, en fait, pour que l'outil soit adapté à la cible, il faut un certain temps de développement des outils, tout simplement. Dans ce cadre, forcément, les opérations doivent être anticipées, quel que soit l'adversaire qui pourrait subvenir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Moi j'ai une autre question. Dans les exposés qui ont été présentés, notamment pour les opérations de l'UE, on a vu clairement des scénarios de réflexion sur la cyberdéfense, mais des scénarios uniquement. Par contre, une architecture assez claire en matière de cyberprotection. Donc je ne pense pas que ça ne traduise qu'un problème de maturité intellectuelle, mais je pense qu'il y a une problématique d'outils, de disposition d'outils. Donc ma question est, en matière de planification et donc d'aide à la décision ensuite en conduite, est-ce que les états-majors réfléchissent à des capacités de conduite et de réaction sur des théâtres déployés, même si, comme l'a rappelé le capitaine Branguetto, certaines actions cyber préemptives pourraient être menées depuis les états-majors, enfin les centres nationaux, et non pas forcément depuis le théâtre?
I think yes, the preparation and for the planning, there is a need to have the situational awareness in the cyber context at all. Otherwise, it's too late to prepare any further planning or reaction. And concerning a specific operation, it's therefore necessary to answer where is the threat and who or what poses which threat. When answering these questions, it will be clear. It will be a clear picture for all the planners and for all responsible in the execution phase. Concerning the mandate, it's crucial for the operations commander to know how to decide or to react in which case or action. So for the common in this cyber approach is that every party has a vital interest in using telecommunication, and I fully agree. Not only IT is cyber related, and within this melting pot, the operations commander and all the authorities has to decide how to defend and how to react, and what is the reaction at least. Do we lose the telecommunication? Do we lose all the connection of any infrastructure? Not solely concerning military infrastructure, but also the civilian infrastructure. And therefore, build up the situational awareness, update it, and focus for the operation to define an assessment with where is the threat and who and what poses which threat. Yeah, I see the topic a little bit broader, and when we talk about preemptive measures, then I do see everything what the European Union has done so far or is doing at the moment are preemptive measures. And that is starting from developing the strategy and the different concepts, goes further down then to capability development or specific capability development in the area of cyber defense, sharing information, building specific agencies and bodies like UCERT and so on, dealing with that specific topic, coming down to the next level when we talk about the mission or about the responsibility within an area of operation. I do think we have to be very specific, because it's always based on the mandate of the specific mission or operation, and then we have to integrate all those things for the planning, what I have addressed, all those questions we have to take into account, and that leads then further to a very specific CIS infrastructure and to specific capabilities within the fourth generation, what you really need down there. Une question très brève, simplement pour réagir. Dominique Lacroix, je fais des recherches du point de vue de la société civile au niveau européen, et je voudrais réagir à un propos très latéral du capitaine Branghetto, qui a dit, en relation avec la discrétion des attaques cyber, on ne le saura jamais. Alors, comme par ailleurs, il a été précisé aussi que les attaques cyber, ça se prépare longtemps à l'avance, je voulais savoir, du point de vue de l'historien, c'est ça qui m'intéresse, parce que ce n'est pas la première préoccupation ici, si les décisions d'intervention cyber en attaque ou autre sont consignées quelque part, fût-ce dans des documents classifiés. Pour l'historien. Très rapidement, effectivement, Stuxnet, par exemple, ça ne devait jamais sortir. Voilà. Il était vraiment... Alors, on parlait de la préparation, Stuxnet, c'est 2 ou 3 années de travail, c'est des capacités de renseignement énormes, environ $100 millions ça a coûté, donc c'est quand même... Alors c'est moins cher qu'un F-16 qui aurait pu aller bombarder
l'usine, mais ça reste quand même un montant très très important. Mais le problème, c'est que justement, ce virus qui visait un système de contrôle industriel Siemens, ce système de contrôle industriel Siemens existe ailleurs, et il est sorti de l'usine, et puis finalement, il s'est auto-répliqué, et c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Alors bien souvent, c'est vrai que ces opérations-là sont placées sous du secret. Avec Snowden, plus trop, et effectivement, il y a énormément d'informations classifiées qui sont sorties comme ça à cause de Snowden, et on a appris justement certaines, donc elle a notamment, je vous invite à lire la Presidential Directive numéro 20, alors c'est pas un document, c'est un document top secret américain, mais où justement Obama a signé cette directive avec tout un tas de définitions très intéressantes des opérations offensives américaines et leur conduite. Mais effectivement, comme je disais, c'est vraiment très facile à nier, et on peut même en plus faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Je pense au hack de TV5, on a pensé que c'était le cybercalifat, et puis quelques mois plus tard, il y a une boîte de sécurité qui dit « Ah ben non ». Alors la boîte de sécurité, je crois que c'est FireEye, qui est un des plus gros fournisseurs de cybersécurité aujourd'hui, et FireEye dit « Ah non, c'est un autre groupe, apparemment c'est des hackers russes ». Alors là, voilà, APT28, qui est un des plus gros groupes de hackers, qui a également aussi beaucoup participé dans le cadre des opérations cyber en Ukraine. Et voilà le type de choses qui peuvent arriver aussi. C'est-à-dire que globalement, on met du code, tiens, je vais mettre du roumain, comme ça les gens vont croire que c'est des roumains qui sont derrière tout ça, alors que finalement, vous pouvez faire... Donc il y a aussi, il y a le secret, et il y a aussi la capacité de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Voilà, pardon. Général Elie, conseiller défense d'un groupement d'entreprise. Je voudrais que vous puissiez expliquer peut-être, parce que les cyberattaquants ou les cyberdéfenseurs, ils travaillent sur des réseaux qui sont coordonnés et opérés par des opérateurs industriels, mais aussi des opérateurs militaires. Donc ils n'ont pas un champ d'activité qui est libre. Et comment est-ce que vous coordonnez à la fois la planification et la conduite de ces opérations cyber par rapport aux conduites des opérateurs SIC qui eux-mêmes gèrent des opérations techniques, qui sont vraiment des opérations militaires techniques. Comment est-ce que vous coordonnez ça au niveau français, mais après au niveau européen, dans la mesure où les opérateurs nationaux, c'est une chose, mais il y a les multi-opérateurs internationaux, industriels et techniques militaires. Je vais prendre, comme ça on pourra faire, il y avait une question derrière, si on peut faire un groupé pour être à peu près dans le timing, je pense qu'il y avait une question à l'arrière. Oui, comme ça. Capitaine Kohler du master spécialisé. Moi j'avais une question plus au niveau juridique en fait, sur les opérations cyber. On s'est référé au droit international, au droit humanitaire international. Est-ce qu'on va pas... est-ce qu'on pourra trouver une réponse en fait par rapport au droit international, ou alors on risque d'être un peu dans une impasse étant donné la nature même du cyber et les nouveautés qu'elle inclut, notamment la non-territorialité, les acteurs différents, etc. Est-ce qu'on arrivera à trouver une réponse dans le droit international, ou faudra-t-il peut-être amender ou réinventer de nouvelles choses? Sur la coordination au niveau français et après au niveau européen. Alors, pour la coordination au niveau français, on s'intègre totalement dans les processus de planification des états-majors. C'est-à-dire que vous avez deux cas. Le cas du théâtre national et le cas des opérations. Dans le cadre des opérations, le cyber est intégré au sein des PC de force, et donc les ordres qui sont donnés à travers des ordres d'opération concernant la chaîne cyber concernent tout l'état-major et vont être donc passés sous la fourche codine du J6 de façon à ce qu'elles puissent être articulées et exécutées par les opérateurs. En métropole, on a le Centre d'analyse en lutte informatique défensive, le CALID, qui, lui également, va décliner les ordres d'opération qui sont donnés par le CO Cyber en ordre technique, de façon à ce que les opérateurs SIC puissent les appliquer. Ça rejoint un petit peu la question précédente.
en France, tous les ordres qui sont donnés sont consignés par écrit, avec les mentions de classification adaptées à l'opération en cours, et donc tout est traçable. Y compris avec la dirise. Y compris avec la dirise. On n'avait pas peur. Tout à fait. Do you want to for the coordination at the EU level? Or Yeah, it's a little bit more difficult to answer that question for the EU level, because as you know, the European Union does not have any standing forces. So all the forces are always provided by the member states. So the main responsibilities are doing the planning on the operational level lays on the member states, especially when an ops commander is defined, and as well then the commander is responsible for providing CIS, IT networks, and the networks has to be resilient. From a political strategic view, when we do planning within the EU military staff, then we are interconnected with our own systems, and mainly the EAS service provider is responsible to make the secret networks resilient, and we do our planning, and the result is then a formal document what will be issued and will be discussed with the member states, and after this is approved, then it will be issued in the written format as well to the next level. Sur l'aspect juridique. D'accord. Sur la dernière question, donc oui, en reformulant, c'est un petit peu sur la granularité du droit international aujourd'hui et comment il pourrait s'appliquer. Alors, ça dépend. Non, pas. En fait, c'est la pratique des États qui va un peu guider notre réflexion sur l'applicabilité du droit international, parce que le problème du droit international, c'est que c'est un râteau qui est très très large et il y a beaucoup de choses qui passent à travers, et finalement, il n'y a pas grand chose qui est réglé par le droit international. Je parlais de l'usage de la force, d'agression armée. On n'a pas vraiment de critères valables pour dire voilà, ce qu'est un usage de la force dans le cyberespace. Mais il faudrait qu'il y ait des morts, des destructions physiques. Aujourd'hui, on en voit très très peu. Donc quasiment 99,9% des actions dans le cyberespace se trouvent en deçà de ce seuil. Donc c'est des affaires de cyberespionnage. Mais le cyberespionnage, c'est pas réglé par le droit international, parce que c'est pas interdit par le droit international. Donc si c'est pas interdit, eh ben, c'est, on va dire, permissible. Et comme disent tous les spécialistes, eh bien, en espionnage, il ne faut pas se faire attraper. Bon. Mais la problématique avant, quand vous aviez quelqu'un qui allait se rendre sur une zone pour prendre des photos de plans secrets, si vous prenez la main en sac, vous aviez des lois nationales qui vous permettaient de le juger. Aujourd'hui, cet espion, il reste bien tranquille chez lui, dans son fauteuil, et à 4h du matin, il a bu beaucoup de Red Bull, et il arrive à pénétrer dans vos réseaux. Alors c'est arrivé par exemple dans le cadre d'un groupe de hackers chinois qui travaille pour le gouvernement chinois, donc c'était APT1, et c'est le groupe mendiant qui avait révélé donc qui avait fait l'attribution finalement, qui avait dit voilà, à Shanghai, il y a une unité 69, 62, je sais plus combien, et ces gens-là, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui sont derrière. Alors le FBI a dit ah bah oui, on est bien embêté parce que on peut pas aller les chercher. Alors ils ont quand même mis en accusation 5 hackers qui avaient des surnoms un peu invraisemblables, mais évidemment ils seront jamais extradés. Donc la réponse en droit international, elle est quand même très 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 limitée lorsqu'il s'agit de répondre à des attaques de ce type-là. Alors évidemment, on est un peu armé pour répondre à des attaques un peu de grande ampleur. Si je prends le cas de Sony. Sony en 2014, décembre 2014, vous avez cette corporation japonaise située aux États-Unis, et puis les attaques se succèdent, et puis ça devient de plus en plus grave. Il y a un chantage avec la sortie d'un film, il y a des secrets d'entreprises qui sont révélés, etc., qui menacent la solidité financière de Sony sur les marchés financiers. Et puis à un moment donné, les Américains disent hop hop hop, là c'est un cas de sécurité nationale. Alors, il faut qu'on s'arrête là. Là c'est la sécurité des États-Unis qui est en jeu. Le directeur du FBI qui s'adresse publiquement en disant c'est les Nord-Coréens, ils font une attribution. Et là, il pourrait dire, alors c'est pas un usage de la force parce que globalement voler des documents, se maintenir frauduleusement dans un système d'information, c'est pas très très grave. Il n'y a pas de mort. Mais ils avaient quand même possibilité de recourir à des instruments du droit international, comme les contre-mesures, tout ce qui est droit international des actes internationalement illicites, voilà des choses qui auraient pu marcher. Alors, mais
là, la limite, c'est qu'on se limite à des acteurs étatiques. C'est facile de mettre la faute sur un État. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, de lier un groupe de hackers à un État. Comment on peut juger, en droit international, du contrôle global qu'a un État sur un groupe de hackers qui agit, on va dire, entre guillemets, en son nom. Alors c'est le cas par exemple des attaques de 2007 en Estonie qui ont été attribuées aux Russes mais qui n'ont jamais été prouvées. Alors, évidemment on sait que c'est eux qui sont derrière, mais le contrôle, entre guillemets, est-ce qu'il y a un vrai contrôle, est-ce qu'ils sont financés, est-ce qu'on leur donne des informations, etc. Ça n'a jamais été prouvé et ce sera jamais probable d'ailleurs, probablement. Donc voilà, la première remarque, c'est que le râteau est très très large. Deuxième remarque, dans le cas des opérations multinationales, c'est souvent dans le cas d'un mandat de l'ONU, donc là il y a un usage de la force qui est autorisé, et bien souvent on va peut-être se retrouver dans des situations de conflit armé international ou de conflit armé non international. Donc là, les règles du droit des conflits armés vont s'appliquer. C'est-à-dire que vous pouvez aussi mener des cyberopérations pour soutenir vos opérations, pour aider à la conduite de vos opérations cinétiques, etc., etc. Vous pouvez faire par exemple de la propagande. On peut envoyer des emails pour dire aux populations sortez de là, on va bombarder, ou ralliez-vous à nous, on est plus gentils, etc., etc. Donc ça c'est autorisé. En droit des conflits armés, vous pouvez le faire. Et bien sûr, la problématique des acteurs non étatiques, je n'avais pas terminé là-dessus, il y a quand même des changements dans la pratique aujourd'hui. Donc les Américains en 2001 avaient fait cette loi qui s'appelait Authorization of Use of Military Force, donc l'usage de la force militaire contre des groupes terroristes. Bon, actuellement c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aussi en Syrie. Donc ça c'est une pratique qui change. On désigne un acteur qui n'est pas un acteur étatique, et pourtant on lui fait la guerre comme on ferait la guerre à un État. Donc il y a quand même des changements qui existent. Ensuite, j'ai terminé là-dessus, je suis désolé, je suis un peu long, il y a également des recours en droit national. Alors là, c'est un peu plus particulier, mais je prends le cas également de la France. Le lieutenant-colonel Le Bihan a dit que la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 avait fourni un cadre juridique. Il y a un article qui est très intéressant dans le Code de la Défense, c'est l'article, alors je ne sais même pas si c'est celui-là, mais bon, je vais le citer quand même, c'est le 23-21-2, est-ce que c'est ça ? Merci. Donc cet article-là dit qu'il y a un opérateur dûment désigné, donc quelqu'un qui est vraiment en charge de la défense des systèmes d'information vitaux de la nation, si jamais il y a une attaque qui vraiment porte atteinte. Alors, il faut vraiment que cette atteinte soit très très grave. Donc on imagine très bien, par exemple, notre smart grid énergétique qui serait complètement menacé. Et bien là, ces opérateurs-là sont autorisés à répondre à l'attaque sans véritablement se soucier de l'attribution. À partir du moment où on sait d'où vient cette attaque, eh bien, on envoie tout ce qu'on peut. On envoie la purée, et on comptera les morts après. Mais cette idée-là, c'est une idée. Alors, d'un côté, vous pouvez voir un petit peu de ce qu'on appelle l'état de nécessité en droit international, c'est-à-dire vraiment. C'est quelque chose qui est un peu. Enfin, beaucoup d'États abusent. Pour donner un exemple, Israël utilise beaucoup l'état de nécessité pour dire ah là là, mais mes intérêts étaient vraiment vitaux, étaient menacés, j'étais obligé de faire ça. Bon, j'ai tout rasé. Ben, c'est un peu pareil. Ou alors, on peut également tirer le parallèle avec le droit de la légitime défense en fait en droit national, enfin en droit pénal, qui dit voilà effectivement vraiment si votre vie est en danger, vous avez quand même le droit de vous défendre de manière on va dire en faisant un usage de la violence. Voilà. J'espère qu'il sera contrôlé, mais globalement voilà une des pistes qui sont offertes par le droit national, et la France a ouvert cette voie qui est aussi très très intéressante. Mais toujours pareil, l'application de cet article quand même obéit à des conditions très 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 strictes, donc on voit quand même qu'on reste toujours dans l'inconnu lorsqu'il s'agit de faire face à toutes les petites cyberattaques qui vous embêtent au jour le jour. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. Après, est-ce qu'il y a une dernière question au fond, juste au fond, rapide et... Oui, merci beaucoup. Éric Chaboureau, je suis conseiller juridique au SE. Je dû être là-bas, mais pardon, j'étais un peu en retard. Sur les questions juridiques et l'application éventuelle du droit des conflits armés, du droit international humanitaire. D'abord, je rappelle que l'Union n'a jamais été en situation, dans ses opérations de gestion de crise, d'appliquer le DIH, puisque nous n'avons jamais été partis à un conflit. Sur l'application du DIH aux opérations cyber, je crois que tous les observateurs s'accordent à dire que le cyber est une arme comme les autres. Le droit international humanitaire a su évoluer
en fonction des nouvelles technologies militaires. Je crois que l'observateur s'accorde à dire que le DIH est applicable aux attaques de cyber. Ce qui sera peut-être un peu plus compliqué, c'est d'appliquer dans le cadre de la guerre de cyber un certain nombre de principes cardinaux du droit international humanitaire. En premier lieu, la distinction entre les cibles civiles et les cibles militaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la deuxième chose un peu plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on entend par dommages collatéraux. Qu'est-ce que c'est qu'un dommage collatéral dans le domaine de la guerre cyber, puisque la définition du dommage collatéral, si vous voulez, c'est très important pour la mise en œuvre du principe de proportionnalité. Donc pour résumer, le DIH est bien applicable à cette nouvelle technologie. Hein. Le DIH, c'est s'adapter, comme l'ont montré un certain nombre d'affaires devant la Cour internationale de justice sur les essais nucléaires français. Mais un certain nombre de principes de ce droit international humanitaire sont peut-être un peu plus compliqués à appliquer et demanderont pas mal de réflexion. Merci.